TU-22M Backfire. On peut dire qu'il y a eu du retour de flamme le 19 août à 10 h du matin sur la base de Soltsi 2. C'est désormais officiel. Il y a effectivement eu une attaque en profondeur dans le territoire russe sur la grosse base des avions bombardiers lourds, les TU-22M, qui sont des avions monstrueux à géométrie variable, à capacité supersonique, qui ont été fabriqués dans les années 67 jusqu'en 93. Il y en a eu 497 de fabriqués, mais à l'heure actuelle, il y en a une soixantaine environ encore en service actif. Il y en avait une dizaine sur cette base de Solsti. Un ne repartira pas. Et les 9 autres, un petit peu miracle des mécaniciens, ont tous changé de base. Et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi ces raids en profondeur, ces attaques au niveau du talon d'Achille de toute armée de l'air, ont énormément à nous apprendre en Occident et nous serions bien mal avisés de ne pas regarder de très près ce nouveau mode opératoire qui s'attaque directement à ce qu'il y a de plus puissant dans une nation, ces avions bombardiers lourds. Jingle. Soltsi 2, c'est une base qui a été fabriquée en 1951. Elle n'est pas très haut, elle est à 266 pieds, environ 70 mètres d'altitude, et elle a accueilli les TU-22M et les Backfire de 1951 à 2010. C'est avec le 840e escadron de bombardement lourd, et il a été démantelé, il a été arrêté en 2010 au moment où il y avait des réductions d'effectifs, décidées en 2008, dans les armées russes. La ville de Soltsi, qui est à côté, c'est environ 10 000 habitants, c'est exactement comme la ville de Landivisiau, là où dans le Finistère Nord, nous avons nos rafales marines. Vous êtes à environ 180 km de la frontière estonienne, et assez loin quand même, 650 km du nord de l'Ukraine. Les avions qui y sont basés, ou qui étaient basés début août, faisaient du bombardement. Ce sont des TU-22 M3. Celui que l'on a vu, il a été brûlé aux alentours du 19 août. Et ce type d'avion, ce serait un petit peu l'équivalent soviétique, voire même le précurseur du B-1B, le fameux Bone américain, qui lui a fait son premier vol en 1974, et est opérationnel depuis 86. Un Bone, avec lequel j'ai eu la chance de travailler en Irak, ça fait 87 tonnes à vide, ça fait 147 tonnes à la masse max, et c'est en porte 34 tonnes de bombes, et s'il faut, ça peut monter à Mach 1,25. Le TU-22M, lui, en termes de masse, on est sur du 58 tonnes à vide et 126 tonnes à la masse max pour une vitesse maximum de Mach 1,8 comme le Rafale. Il a du 23 mm en tourelle et il peut emporter 28 Fab 500, donc 28 bombes non guidées de 500 kg. Mais il peut également prendre des missiles et à l'heure actuelle, on sait qu'il tire par exemple des AS-4 Kitchen, des missiles normalement qui sont destinés à couler des porte-avions. On les voit par exemple dans La Somme de toutes les peurs, c'est du TU-22 qui tire de l'AS-4 contre un porte-avions américain. Et cet aéronef a été rerollé, si je puis dire, dans de l'attaque au sol, et on a d'ailleurs vu tirer des bombes non guidées à Mariupol. Il y a eu quelques accidents ces dernières années, notamment des sorties de piste ou des atterrissages durs, mais également il faut savoir que c'est un avion qui a des sièges éjectables, et il y a quelques mois, il y a des sièges éjectables qui se sont déclenchés au sol. Sur les 4 membres d'équipage, 3 sont décédés, car ce ne sont pas des sièges 0-0, qui vous permettent de vous éjecter et après d'être récupérés en toute bonne sécurité depuis le sol à une vitesse nulle. Il faut être en une altitude, d'avoir une certaine hauteur, une certaine vitesse pour que ces systèmes d'éjection fonctionnent. Toujours est-il, au dernier chiffre, on est sur 2021 66 aéronefs et là on sait que c'est -1 comme on dit. Alors pourquoi? Bien d'après le porte-parole du GUR, en fait des services de renseignement ukrainiens, et ça a été confirmé d'ailleurs après par les Britanniques, il y aurait des membres des forces de renseignement ukrainiennes actuellement dans le pays russe, et ces membres-là font des attaques aux drones suicides, drones quadracoptères, donc avec plein de petites hélices, qu'ils transforment en véhicules blindés, si je puis dire, explosifs. Donc ça, c'est des choses qu'on a connues dans le Golfe, avec des véhicules transformés avec de l'explosif. Maintenant, ils prennent ces petits quadrocoptères, ils mettent de l'explosif dessus, ils décollent depuis quelques kilomètres seulement des bases, et ensuite, ils foncent s'écraser, et bien dans ce cas-là, sur le TU-22.
Les Ukrainiens ont annoncé qu'ils ont endommagé fortement un Tu-22. Les images sont sorties. D'ailleurs, mauvaise protection de l'information de la part des Russes. Vous ne voulez pas normalement que ce genre d'image sorte. On l'a vu, c'est très difficile de contrôler. On a vu les F-35, les accidents, même sur porte-avions britanniques, les vidéos sortent dans la foulée. Donc il y a vraiment un énorme travail à faire pour discipliner les militaires et les intervenants sur la protection de la data et ne pas tout filmer et pas tout mettre sur Internet. Ensuite, on a vu également qu'il semblerait qu'il reste un hélicoptère au sol sur cette base, probablement endommagé, et également le taxiway semble avoir été touché. Toujours est-il, ces attaques à courte distance avec les drones, est-ce que c'est la première fois? Non. En mars dernier, on a vu en Biélorussie un A-50 se faire attaquer par un petit drone suicide comme ça. Premier vol d'entraînement, le petit drone allait se poser dessus et après deuxième vol, il allait exploser dessus et faire des dommages sur ces A-50, sur ces avions radars. Déjà, nous en avions parlé à l'époque et il est intéressant de voir que les leçons n'ont pas été apprises par les Russes à différents niveaux. Le premier niveau, c'est celui du renseignement. Si vous avez des Tu-22 qui dorment à l'extérieur, donc qui n'ont pas de shelter, donc qui ne sont pas protégés, il est facile de savoir qui et où. Et donc, avec du renseignement qui provient des États-Unis ou même de sociétés privées, vous pouvez facilement savoir où se trouvent des aéronefs à quelques heures près sur un terrain et facilement planifier une attaque. Vous regardez, vous trouvez que sur la base de Solti 2, il y a 10 Tu-22, eh bien normalement la logique voudrait que vous allez essayer d'attaquer avec un maximum de drones cette base et essayer de détruire 10 Tu-22 d'un coup. Mais les Ukrainiens ont tendance à faire un peu les pétards mouillés, à agir un petit peu en maverick. Maverick, je vous laisse regarder la définition, son call sign dans Top Gun ne vient pas de nulle part. On pourrait penser que avec ce mode opératoire, vous voudriez directement arriver et faire une attaque saturante. Et ce qui serait absolument incroyable, c'est de détruire par exemple les T-10 Tu-22 d'un coup. Or, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Probablement parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens, à l'instant, de mettre 10 de drones ou 15 drones suicides en l'air d'un coup pour faire cette attaque. Et la question se pose, et un des points très intéressants à retenir de cette guerre qui se posera, est est-ce que ça ne vaut pas le coup, plutôt que de montrer de nouveaux modes opératoires disruptifs, au compte-gouttes, d'attendre d'avoir les moyens nécessaires pour faire une attaque massive, plutôt que d'envoyer au compte-gouttes, petit à petit, un drone par-ci toucher un A-50, un drone par-là toucher un Tu-22, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas militairement plus grand intérêt à essayer d'augmenter ses capacités d'attaque et d'y aller d'un coup avec 5, 6, 7, 8, 15 drones, de manière à vraiment avoir un impact? Parce qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue com, c'est excellent. D'un point de vue stratégique, oui, c'est un impact, mais ils se sont déplacés sur une bonne base. Donc on va jouer au chat à la souris. Maintenant, à moins qu'ils soient vraiment stupides, et ils vont essayer de mettre en place des filets anti-drones, ils vont essayer de mettre en place d'autres systèmes qui pourront peut-être vous empêcher de refaire le même mode opératoire. Donc c'est là où c'est intéressant et où c'est à double tranchant. Parfois, vous allez récupérer du matériel et plutôt que d'attendre d'avoir un volume nécessaire qui vous permet d'atteindre un seuil qui va vraiment impacter la situation tactique, la situation même stratégique sur le champ de bataille, vous envoyez vos troupes au fur et à mesure. Je m'explique. Vous avez une ligne d'archers. Vous avez 10 archers qui sont là avec leurs flèches. Vous avez vos cavaliers, chevaliers qui arrivent d'un peu partout, qui arrivent au fur et à mesure. Vous avez un chevalier qui vient d'arriver, vous lui dites vas-y charge, il va charger. Non. Il va se faire tuer, il ne va jamais atteindre la ligne de défense. Et si toutes les 10 minutes, vous avez un cavalier qui arrive et que vous envoyez votre chevalier, il va jamais réussir à passer, ou peut-être à un moment, il va réussir à y aller et en tuer un ou deux d'archers, mais vous n'allez pas vaincre l'ennemi. Si vous attendez, vous avez cette capacité de mettre de côté 10, 15, 20 cavaliers et qu'après vous décidez de les faire charger tous en même temps, vous êtes d'accord que là, on va avoir un vrai effet de rupture, ils vont réussir à passer la ligne, ils vont massacrer tous les archers et ça va vous permettre, grâce au volume, eh bien, d'atteindre votre état final recherché. Et à l'heure actuelle, ce que l'on voit dans toute cette techno-guérilla, c'est qu'on va mordre en permanence, on va avoir les Ukrainiens qui vont mordre en permanence les Russes, mais qui ne vont jamais chercher à leur
arracher l'avant-bras, si je puis dire, ou leur arracher une jambe. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce que l'histoire nous dira si A, c'est volontaire, pour éviter une escalade, pour toutes ces choses-là, et donc c'est intellectualisé et fait de manière contrôlée, ou si B, c'est plus dû à une volonté de se défendre face à un agresseur qui n'arrête pas de vous attaquer, et vous vous dites, eh ben là, il n'arrête pas de me faire des bombardements, tous les 2 jours, ça m'énerve et tout, j'ai besoin, pour plein de raisons, d'attaquer. Et donc, il y a ce sentiment d'impatience. Et ce sera très intéressant de savoir si on est plutôt sur un scénario A, en termes de prise de décision, ou un scénario B à terme. Maintenant, il est possible qu'on soit également du C, à savoir que du fait de leur position en territoire ennemi, il n'est pas possible de réussir à préparer une grosse attaque. Mais là, j'ai envie de vous dire, je pense quand même que ça peut être faisable et vous pouvez réussir, vu la taille des drones, vu les quantités d'explosifs, pour avoir un impact réel sur ce mode opératoire, vous pouvez quand même normalement réussir à impacter de manière beaucoup plus forte. Surtout que si vous envoyez vos drones depuis quelques kilomètres seulement, honnêtement, j'ai du mal à voir pourquoi, même si c'est qu'un seul ou 2 opérateurs drones, vous pouvez pas en envoyer plusieurs de suite, quitte à faire une sorte de mission suicide pour vos agents sur place, mais au prix de quoi? Au prix de 5 ou 6 TU-22 détruits en face, ce qui vaut quand même, faut être franc, largement le coup. Donc voilà, petit axe de réflexion. Maintenant, pourquoi je vous disais c'est intéressant pour nous en tant que Français? Eh bien parce que très tôt, on a vu ce mode opératoire arriver à Hollywood. Je me rappelle très bien d'avoir parlé au dernier salon du Bourget. J'étais invité sur la péniche Martin Baker. J'accompagnais mon père qui s'était éjecté et j'en parlais avec des lieutenants-colonels de l'armée de l'air et je leur disais qu'est-ce qu'on fait contre les drones, comment on se défend contre les drones et les nuées de drones. Et les mecs me regardaient avec des grands yeux du genre, certains ils savaient même pas de quoi on parlait. On était alors en 2019 et Angel Has Fallen, qui est un film américain, venait de sortir, était très intéressant parce qu'on voit à un moment une nuée de drones attaquer le président américain qui est en train de pêcher, et forcément, les services secrets américains seront éclatés par ce nouveau type de menace. Et on voit à l'heure actuelle que maintenant, eh bien, on est en plein dedans, que là, ce sont des petits drones qui attaquent tout seuls, mais que très rapidement, la technologie va arriver pour pouvoir envoyer de véritables nuées de drones. Et nos armées occidentales sont en train d'aller vers un modèle, pour des raisons économiques, où nous avons de moins en moins de bases, de moins en moins d'avions. La dernière loi de programmation militaire, encore, on commande moins de rafales que prévu. Comment pouvons-nous nous défendre face à un adversaire qui, temps de paix, décide de passer temps de guerre en attaquant directement, à la manière des Japonais à Pearl Harbor, en déclenchant la guerre, en faisant un premier acte d'agression de manière saturante avec des drones. Ça veut donc dire qu'il faut revoir toute la posture défensive de nos bases, d'autant plus que pendant la guerre froide, vous regardez l'armée de l'air, on avait énormément de bases, énormément d'avions partout. Là maintenant, vous avez Landivisio, Saint-Dizier, Mont-de-Marsan pour les rafales. C'est vite vu. Et donc, si vous vous retrouvez avec un adversaire qui décide d'attaquer avec des nuées de drones, avec des explosifs dessus, comme on l'a vu contre les T-22, ces 3 bases le même jour à la même heure, ça va faire très mal le lendemain matin quand on va se réveiller et qu'on n'aura plus grand-chose. Donc, il faut réfléchir à ces leçons, voir comment on peut protéger nos aéronefs de manière constante, à faible coût humain et matériel, de cette menace qui, c'est sûr, vient appuyer là où ça fait mal sur des avions à 80, 100, 120 millions d'euros qui sont du coup disponibles en plus petite quantité et dès qu'on vous détruit un aéronef, en pourcentage de capacité de défense, ça fait mal. Les avions étaient parfaitement réfléchis pour avoir une excellente survivabilité en l'air. Il y a du travail pour les futurs ingénieurs certains d'entre vous sont, pour les ingénieurs d'actifs que vous êtes, pour vous assurer que ces aéronefs puissent faire parler leur excellence en l'air en étant parfaitement protégés, non seulement au sol, mais également lors des phases de décollage et d'atterrissage. Je vous ai parlé des bases aériennes, même problème pour les porte-avions. Un porte-avions, ça peut aller en escale. Un porte-avions, ça peut naviguer à côté de petits bateaux de pêche. Dans le golfe Arabo-Persique, il y a toujours plein de bateaux de pêche partout autour, pareil au large de Djibouti. Vous devez avoir des moyens de défense qui font que vous ne pouvez pas vous faire attaquer vos aéronefs sur le pont d'envol alors que vous êtes en train de traverser, par exemple, le détroit de Suez. C'est des choses qu'il faut adresser
extrêmement rapidement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de défense anti-drone dans les bases françaises, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans un pays qui est dans un conflit de haute intensité comme la Russie, s'ils se font détruire un Tu-22 au sol par un petit quadracoptère à quelques centaines de dollars, il y a forcément des leçons que nous devons apprendre, il y a forcément des failles dans les filets, il faut rapidement les identifier et pas se dire que c'est parce qu'ils sont incompétents. Sinon, nous avons déjà une guerre de retard. N'hésitez pas à vous abonner, peut-être à bientôt en conférence ou en workshop dans vos entreprises. Sinon, c'est sur debrief.org. Et si vous voulez essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe en Ukraine, au-delà de l'Ukraine, je l'ai écrit en début d'année, on a fait des schémas, des explications sur les drones, sur les avions, sur la guerre aérienne. On le voit bien en ce moment avec la rentrée, là, on essaye de vous tunneliser intellectuellement sur une multitude de petits détails. Et essayez toujours de prendre un maximum de recul par rapport à toutes ces informations-là. Ça vous permettra de mieux comprendre la big picture. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.